Merci beaucoup à chacun de vous être rendu disponible, mais surtout à Elodie et à Apollon qui ont accepté de jouer le jeu. En gros, aujourd'hui, dans le cadre des activités des associations africaines qui travaillent autour de l'intelligence artificielle et de l'IA, dont l'AIS égale CNAI, aujourd'hui, on organise en fait un webinaire où on va parler un peu du traitement de la parole dans les langues africaines et on va faire le zoom sur le modèle qui a été publié récemment par les équipes d'Orange Innovation avec Elodie et Antoine notamment. Donc, nous sommes impatients d'en apprendre beaucoup et on espère que c'est le début d'une longue série qui nous permettra de pouvoir encore accroître nos connaissances dans ce domaine et surtout construire des synergies autour de ces problématiques, vu qu'aujourd'hui, on aura un modérateur et, entre guillemets, challenger pour l'un qui est de l'Université de Louvain-la-Neuve, qui travaille sur ces thématiques depuis un moment. Donc voilà, je te repasse la parole pour là et merci beaucoup encore. J'espère qu'on va passer un bon moment qui va nous permettre de pouvoir encore accroître nos connaissances. OK. Merci Albert. Merci à toute l'équipe de AIS, African Artificial Intelligence Society, qui m'a aidé à ce webinaire. Je remercie également Galsen AI qui est associé donc à cette organisation-ci. Merci à toutes les personnes qui sont déjà présentes et voilà, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont encore en train de se connecter. Donc j'espère qu'ensemble nous allons avoir de très bons échanges aujourd'hui sur le traitement automatique de la parole pour les langues africaines. Juste pour introduire, on le sait tous aujourd'hui, quand on regarde les GAFAM, tout ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'IA générative, on a de plus en plus d'applications qui sont tournées vers le traitement automatique de la parole. Et on le sait tous, les langues africaines voilà, n'existent pas ou existent très peu ou sont très peu prises en compte dans ces modèles-là, dans ces gros modèles. Il est donc naturel et important qu'il y ait une communauté, qu'il y ait des gens qui travaillent sur ces langues-là, parce que bien évidemment, les langues africaines ont des spécificités du point de vue, par exemple, de la grammaire, du vocabulaire, des tons, etc., etc. Et donc, avoir une communauté de chercheurs, d'ingénieurs qui participent à construire des savoirs scientifiques, mais aussi des applications, c'est extrêmement important pour que ces langues-là demeurent, pour qu'elles puissent être utilisées également dans l'espace numérique comme toutes les autres langues. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Elodie et d'avoir également Antoine d'Orange Innovation, qui travaille depuis plus d'environ une dizaine d'années sur le traitement du langage naturel de la parole sur les langues africaines en particulier. Si vous regardez sur Google Scholar, vous verrez qu'Elodie, par exemple, a plus de 18 publications que vous retrouverez très facilement. Et elle a publié avec Antoine un papier lors du workshop Africa NLP organisé en 2014 lors de la conférence ICLR. Et le titre du papier, c'est African Centric Self-Supervised Pre-Training for Multilingual Speech Presentation in a Sub-Saharan Context. Donc, elle y présente voilà, le premier modèle de parole multilingue autosupervisé entraîné sur les langues africaines avec plus de 680 000 heures de données. Et donc, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, on va les écouter tout à l'heure, donc de faire la présentation voilà, de ces travaux, des perspectives, et voilà, on aura également des échanges pour approfondir notre connaissance sur le domaine et sur le travail. Merci Elodie. Tu as la main, tu pourras compléter ta présentation et puis voilà, et commencer avec la présentation. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour l'invitation. On est très, très, très content de pouvoir vous présenter nos travaux. Donc, qui ont été publiés très récemment et présentés par Antoine début du mois de mai. Donc, il y a même pas un mois. Alors, donc, on va vous parler du traitement automatique de la parole pour les langues d'Afrique subsaharienne. Donc, voilà comment j'ai imaginé le déroulement de cette présentation. Tout d'abord, je vais aborder les enjeux
liées au traitement des langues africaines. Pourquoi évidemment c'est important de prendre en compte ces langues, et je vais aussi aborder la complexité du traitement automatique de la parole, les freins, les limites dont on fait face pour développer des technologies pour ces langues. Et puis dans un second temps, je vous parlerai des travaux de recherche qu'on mène à Orange sur les langues africaines. Notamment sur voilà, ce modèle multilingue autosupervisé sur lequel on vient de publier donc un article et pour lequel on est invité aujourd'hui par Armel. Et enfin, je terminerai par... pardon, donc ça c'est la dernière partie, excusez-moi. La dernière partie, la modélisation. C'est vrai que j'ai switché entre-temps, pardon. Et la deuxième partie, ce sera les travaux avec ce modèle et les précédents travaux qu'on a pu mener jusqu'ici. Voilà. Donc, bon, commençons par les enjeux et les défis à relever pour traiter les langues du continent en vue de la création de technologies vocales. Adresser les langues locales, ça paraît indispensable aujourd'hui. Il s'agit donc d'augmenter l'accessibilité au monde numérique via l'usage des smartphones notamment, mais aussi rendre les applications donc plus inclusives. Et il s'agit aussi de préserver les langues qui sont, comme le disait très bien Abdou-Aziz lors du premier webinaire organisé, le reflet même des cultures qui font l'identité d'un peuple et l'unicité d'une vision du monde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les traditions et expressions orales sont inscrites dans la liste des domaines à sauvegarder du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et donc, par extension, les langues qui en sont le principal vecteur. Alors, l'Afrique, c'est un territoire qui compte environ 1,2 milliard de locuteurs. On recense plus de 2000 langues sur le continent, langues qui ne dépendent pas des pays, mais bien des ethnies, ce qui est un point vraiment très important, puisque les échanges interethniques favorisent énormément donc, le multilinguisme. On dit qu'un Africain, il est courant qu'un Africain natif parle souvent 2, 3 langues, voire parfois 4. Il y a une autre réalité linguistique notable, c'est le statut des langues officielles, typiquement l'arabe, le français et l'anglais. Ces langues ne traduisent malheureusement pas les pratiques, car elles ne sont dans les faits parlées que par moins de la moitié de la population africaine. Et puis, on a les technologies vocales qui sont en train d'émerger sur le marché africain. Mais ces solutions sont développées dans les langues officielles donc, des pays et qui sont peu pratiquées en réalité par les populations. Et pourtant, si on développait des solutions dans les langues locales, ça bénéficierait à plus de 600 millions de personnes qui sont aujourd'hui écartées de l'accès à l'information et des facilités offertes par les nouvelles technologies. Alors, en Afrique subsaharienne, on a un contexte vraiment particulier. Le taux d'analphabétisme est supérieur à 50%, même s'il tend globalement à diminuer. Comme on peut le voir sur la carte, c'est quand même la région du monde où le taux est le plus haut. Et évidemment, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu, notamment la pauvreté, la faible qualité de l'enseignement ou encore le manque d'infrastructures. Aujourd'hui encore, seuls 60% des Africains ont accès à l'électricité. Les femmes sont les plus touchées aussi par l'analphabétisme. L'UNESCO estime 41% des femmes en Afrique subsaharienne contre 27% des hommes qui sont analphabètes. Et puis le taux d'électronisme qui est également très faible et qui est directement corrélé avec l'analphabétisme. Étant donné que la majorité des applications informatiques, elles sont accessibles qu'à ceux qui savent lire et écrire, et que ces compétences sont malheureusement réservées qu'aux personnes ayant un niveau d'éducation élevé aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, les technologies vocales ont un rôle à jouer pour l'émancipation
pour aider les populations à accéder à l'information, à répondre à un grand nombre d'enjeux majeurs de notre société, comme l'accompagnement dans l'éducation, l'aide à la formation, une aide à l'accès dans le secteur bancaire, un soutien dans le domaine agricole, de l'assistance dans l'accès aux soins ou encore, comme je disais tout à l'heure, un rôle à jouer pour l'insertion des femmes. Et puis par exemple, on peut imaginer des microservices vocaux qui encapsuleraient un moteur de reconnaissance vocale qui pourrait s'appliquer donc dans de nombreux domaines comme les transports. Par exemple, en indiquant comment aller d'un point A à un point B, la météo, annoncer par exemple à un agriculteur les prochaines pluies. Ça peut être intéressant aussi dans le commerce pour annoncer la disponibilité des denrées et leur prix actuel sur le marché. L'accès à l'information, comme je le disais, donc, par exemple, comme demander quelque chose sur un mode d'emploi, accéder à des contenus sur le site des ministères, etc. Bon, donc le verrou majeur pour développer des technologies vocales aujourd'hui, ce sont bien les ressources, donc les données d'entraînement notamment. Les algorithmes d'apprentissage ne donnent de bons résultats que s'ils ont vu une très grande quantité de données. Et il faut savoir que dans le monde, on recense plus de 7000 langues, mais qu'il y a seulement une vingtaine aujourd'hui qui sont suffisamment bien dotées pour permettre des recherches dans le domaine du traitement automatique du langage naturel, le TALM. Donc autrement dit, la majorité des langues du monde sont délaissées. Et alors ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une langue peu dotée, on entend aussi beaucoup l'expression à faible ressource. C'est une langue donc très faiblement représentée sur le web, dont les données exploitables à des fins de traitement automatique sont très rares et qui ont aussi une orthographe assez instable, qui n'est pas toujours bien définie et maîtrisée, surtout par ses locuteurs. Donc, pour adapter les algorithmes d'apprentissage à des langues peu dotées, les données elles doivent être retravaillées. C'est important pour augmenter leur qualité. Donc, il faut être capable d'apprécier les données et les pré-traiter correctement. Quand on traite des corpus à faible volume, comme des corpus pour les langues africaines, les technologies comme la reconnaissance vocale, pour lesquelles les caractéristiques intrinsèques de la langue comptent, comme le vocabulaire, la syntaxe, la prosodie, qui est la façon de parler, le rythme qu'on va mettre, aussi les accents. Toute cette attention portée aux données doit être décuplée. Et parce que du coup, une mauvaise maîtrise des données entraînera des ensembles de données qui peuvent être déséquilibrés, qui vont potentiellement comporter des erreurs. Et cela aura forcément un impact qui pourrait être démesuré sur les performances du système en comparaison d'un système modélisé à partir de gros volumes, de l'ordre de 100 fois plus, par exemple. Donc, vous l'aurez compris, la priorité numéro 1, c'est bien d'utiliser des données de qualité en entrée d'un système. Alors, des données de qualité pour la reconnaissance vocale, ça signifie des enregistrements de paroles intelligibles, des transcriptions de ces enregistrements qui correspondent exactement à ce qu'il dit, un corpus de texte qui contient du vocabulaire cohérent avec le corpus de paroles. Et dans ce cadre, c'est si on veut améliorer les performances du système avec un modèle de langue. Parce qu'aujourd'hui, les modèles, les architectures de bout en bout ne nécessitent pas forcément de modèle de langue. Et puis, si vous avez acquis vos propres données, là, il faudra vérifier la concordance entre les enregistrements de paroles et leur transcription. Vérifier le bon encodage des fichiers, parce que ça peut avoir un impact sur le système. Mais il faudra aussi, et ça vaut pour toute technique d'apprentissage automatique, extraire des statistiques pour atteindre une bonne répartition des données en ensemble d'apprentissage, de validation et de test.
Et ensuite, encore une fois, comme pour tous les problèmes d'apprentissage automatique, le réglage fin des hyperparamètres sera vraiment important, car en général, les réglages par défaut sont plutôt adaptés au gigantesque volume de données dans les codes informatiques. Bon, alors, dans certains toolkits comme SpeechBrain, qu'Antoine vous montrera lors du prochain webinaire, on peut trouver des recettes réglées sur des plus petits corpus qui permettent une prise en main un peu plus rapide, mais sont quand même des choses à bien avoir en tête. Alors maintenant, je vais vous parler des travaux qu'on mène à Orange. Alors à Orange, on travaille sur le développement de systèmes de reconnaissance de la parole dans plusieurs langues européennes et aussi pour le continent africain. Et pour l'instant, on s'est principalement concentré sur le Wolof, mais on travaille aussi à élargir notre périmètre au Bambara, au Lingala, au Swahili, au Tiluba et au Kituba, qui sont parlés au Bambara, le Bambara au Mali et les 4 autres en République démocratique du Congo. On a développé en 2022 une preuve de faisabilité d'un bot vocal en Wolof sur un programme de fidélité. Alors, c'était en collaboration avec notre filiale Orange au Sénégal, la Sonatel. Donc, c'était sur un programme de fidélité. Et en fait, les testeurs pouvaient poser des questions en Wolof par le biais de messages vocaux sur Facebook. Et l'assistant répondait également par le biais de messages vocaux. Par contre, c'était des messages préenregistrés, parce que dans le temps du projet, on n'a pas eu le temps de développer notre synthèse vocale. Dernièrement, on a publié un jeu de données aussi de paroles transcrites qui s'appelle Kalama. Ça s'est passé dans le cadre d'un projet collaboratif qui s'est déroulé de fin 2022 à là, début 2024, dans lequel qui rassemblait Jokalante, une entreprise sociale basée à Dakar, l'école polytechnique de Thiès au Sénégal, et puis Orange Innovation. Jokalante, c'est une petite entreprise sociale, comme je disais, qui produit des contenus qui ciblent les petits producteurs, les pêcheurs et les éleveurs pour les accompagner dans le développement de leur entreprise et puis qui les aide à accéder au microcrédit. Alors ce jeu de données, il est diffusé en open source. Il contient en tout 125 heures d'enregistrement transcrits manuellement, relatifs au domaine agricole, et qui est destiné à développer des modèles de reconnaissance vocale à grand vocabulaire. Dedans, les enregistrements qu'on a fait transcrire, il y a plusieurs types d'émissions. Ce sont des enregistrements, il y a plusieurs types d'émissions. Il y a des émissions radio, des interviews, des débats, quelques messages vocaux aussi très courts que les utilisateurs de la plateforme se sont échangés. Ce sont des enregistrements en parole spontanée, dans lesquels plusieurs interlocuteurs peuvent intervenir, notamment dans le cadre de la transcription des interviews ou des émissions radio. Et puis enfin, notre vraiment toute dernière publication, notre modèle multilingue autosupervisé qu'on va vous présenter par la suite. Alors à propos des travaux, dans le domaine du traitement automatique du langage parlé sur les langues africaines. Alors les 3 modèles phares aujourd'hui, ce sont Whisper, USM. Si on peut le rencontrer. Je disais que oui, les 3 modèles phares, c'est Whisper, USM et MMS. Voilà, les trois très grandes entreprises, OpenAI, Google et Meta qui sont derrière. Aujourd'hui, les meilleures performances, elles sont obtenues à partir de modèles larges préentraînés.
qui sont à base de transformers et donc de modèles d'attention. Whisper a été un des premiers très très gros modèles qui permet de faire de la transcription de la parole. C'est sorti fin 2022. Il prenait en charge 99 langues. Il a été entraîné avec 680 000 heures de données, principalement des données anglaises. 117 000 heures de mémoire qui n'étaient pas des données anglophones. Et du coup, donc la plupart des langues ont moins de 1000 heures de données d'entraînement dans ce modèle. Donc, il démontrait pas très bonne performance sur les langues africaines à l'époque. Mais par contre, il peut être fine-tuné. Ensuite, il y a USM de Google qui est sorti. Je crois que c'était pour Universal Speech Modeling ou chose comme ça. Donc en mars 2023. Ils prenaient en charge 300 langues, mais ils en visent aussi 1000. Et puis, alors là, ça a été entraîné à partir de vidéos YouTube transcrites. 12 millions d'heures de données, ils annoncent. Et enfin, le dernier en date, à ma connaissance, MMS, pour Massively Multilingual Speech, qui propose un modèle pour 1400 langues. C'est un modèle qui résout plusieurs tâches. Et pour la reconnaissance vocale, ils proposent la reconnaissance sur 1100 langues. Et là, ça a été entraîné à partir de 500 000 heures de données multilingues. Voilà. Mais c'était des très 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 gros modèles et qui démontraient pas en fait des très bonnes performances sur les langues africaines au final. Parce que très très peu représentés dans les modèles. Donc maintenant, je vais vous parler donc de notre dernière publication, un modèle multilingue donc auto-supervisé, spécifiquement entraîné sur les données vocales en langue africaine. Donc notre idée, c'était de proposer un modèle pré-entraîné sur des langues africaines pour qu'il soit spécialisé le plus possible sur les particularités linguistiques qui sont inhérentes donc à ces langues. Et en fait, un modèle pré-entraîné, ça permet d'obtenir des représentations de ces langues. Et l'objectif, c'est ensuite de l'affiner, donc de le fine-tuner sur des tâches en aval, comme la reconnaissance vocale ou l'identification des langues. Donc le pré-entraînement, ce type d'approche de pré-entraînement, ça a montré de meilleurs résultats qu'un entraînement monolingue supervisé appris from scratch à partir de rien. Voilà, alors je ne sais pas si Antoine est connecté, parce que donc c'est une présentation qu'il a faite donc pour Africa NLP, et s'il pouvait prendre la main, ce serait le top. Oui, pourquoi pas. Enfin, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend super bien. Oui, on t'entend très bien. Je vais activer la caméra aussi, si jamais. Voilà. Ok, bah donc dans ce cas, moi, du coup, ce que je peux proposer, c'est effectivement de refaire la présentation que j'avais fait, donc qui a pour objectif de présenter comment dire, les travaux récents qu'on avait fait, donc ce fameux modèle, donc self-supervised. Bah, du coup, je vais reprendre du début de ce slide. Dans un premier temps, il y a vraiment un élément qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que l'apprentissage autosupervisé et finalement pourquoi c'est intéressant. Il y a une définition qui a été donnée qui est assez intéressante, enfin une définition qu'on peut avoir qui est assez intéressante, c'est que l'apprentissage autosupervisé, finalement, ça consiste à obtenir des signaux supervisés à partir des données elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va aller observer les données pour essayer de trouver des signaux supervisés. Et ça, on le fait souvent en tirant parti de la structure des données elles-mêmes. L'intérêt de faire ça,
c'est qu'on va avoir la possibilité de exploiter des énormes volumes de données non annotées, si tant est qu'on puisse les récupérer. Un gros intérêt de ça, c'est que c'est peu coûteux, puisque finalement, c'est uniquement la machine qui travaille. Il n'y a pas d'annotation humaine qui vont venir, donc il n'y a pas enfin, il n'y a pas de coût humain engendré par l'utilisation de ce type de données, autre que du pré-processing ou des choses comme ça. Le point qui est intéressant, c'est qu'avec cette grande quantité de données, on va être en capacité d'apprendre, enfin de préapprendre finalement un modèle qui est multilingue ou non, ça dépend des données qu'on met, mais là en l'occurrence multilingue, qui va apprendre une représentation de la parole. Ça veut dire que ça va prendre une représentation riche de la parole, ça va pas être encore en capacité de traiter d'une tâche comme de la reconnaissance de la parole, mais en tout cas, dans le modèle, il y a une information liée à la parole qui a servi à l'apprentissage, au pré-entraînement de ce modèle. Et le vrai intérêt, c'est qu'une fois que ce pré-apprentissage est fait, on va avoir la possibilité d'adapter ce modèle avec des petits jeux de données. Vraiment avec une petite dizaine d'heures, peut-être un peu plus, on va déjà pouvoir avoir de beaux résultats sur des tâches de reconnaissance de la parole, pourquoi pas de la compréhension de la parole également, donc le SLU, ou le LID, donc le Language Identification, par exemple. Enfin, ou même toutes les tâches que vous souhaitez qui ont besoin de représentation de la parole. Euh, Pourquoi est-ce que ce modèle particulièrement, on l'a fait de manière centrée sur les langues africaines? Finalement, c'est vraiment lié au contexte et à la manière dont ces langues sont représentées sur la partie, enfin, dans l'apprentissage des modèles qu'on voit sur la scène scientifique. Euh, Souvent, enfin, trop souvent, ces données sont faiblement représentées dans les modèles disponibles. Finalement, c'est des langues qui sont très diversifiées, et donc du coup, pouvoir les intégrer en les mettant de manière beaucoup plus centrale dans les modèles pourrait permettre de mieux les prendre en charge. On peut juste par exemple citer un modèle comme Whisper, qui est excellent sur enfin, des langues très très bien dotées, comme de l'anglais, du français ou plusieurs autres langues. Mais effectivement, dès qu'on va sur des données qui sont très sous-représentées dans ces données d'apprentissage, dans des langues pardon, qui sont très sous-représentées dans ces données d'apprentissage, finalement, on se rend compte que les performances sont vraiment pas terribles, alors que pourtant, fondamentalement, la techno est bonne, elle fonctionne très bien quand c'est bien doté. Est-ce que j'ai la main sur les slides? Non, je crois que c'est Ouais, moi qui peux-tu passe à passer? l'os. Alors, donc du coup, au niveau du modèle qu'on a fait, donc il y a forcément, donc on a fait un gros pré-apprentissage, et l'idée, c'est qu'on a pré-entraîné sur enfin, un peu plus de 20 langues, 21 langues et dialectes. Et l'idée, c'est qu'ici, donc, vous avez une carte des langues qui sont représentées dans notre modèle, dans le pré-apprentissage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté des données grâce aux radios qui sont diffusées sur le web. Donc, c'est un contenu journalistique qui est multilingue. Ça veut dire que donc, c'est des émissions de radio journalières qui vont être euh, traduites dans différentes langues. Et c'est un vrai avantage, c'est que quand on récupère l'audio, on va avoir la possibilité de savoir avec certitude quelle est la langue représentée dans cet audio. Et ça, c'est important puisque ça nous permet justement de préapprendre ces représentations en fonction des langues. Donc, ce que je disais effectivement, c'est qu'on le fait avec des émissions de radio et de journaux qui sont potentiellement télévisés ou purement radio sonore. Donc, dans le cadre de journaux télévisés, on récupère que l'audio et c'est ce qu'on traite. Et un avantage de ce pré-entraînement, c'est qu'on a donc deux types de discours. On va avoir un discours spontané, qui va être vraiment lié par exemple à des interviews dans la rue, où la personne va répondre spontanément à une question posée par un journaliste, ou au contraire des discours plutôt préparés en studio avec un environnement assez contrôlé, donc peu de bruit en arrière-plan, contrairement à l'interview dans la rue, où effectivement il pourrait y avoir par exemple un camion qui passe ou ce genre de choses, qui permettrait du coup d'avoir comment dire, une forme, enfin, aider le modèle à avoir une forme de robustesse. Euh, Slide suivant. Voilà, donc du coup, donc au niveau de nos données d'apprentissage, l'idée là, c'est de pouvoir donner une représentation, enfin, de montrer finalement quelles sont les langues représentées et en quelle quantité. Donc on voit qu'on a un exponentiel décroissant avec des langues très très bien représentées, et petit à petit, on n'a que quelques centaines d'heures par langue, ce qui est déjà pas mal pour un pré-apprentissage. Mais effectivement, on a quand même cette problématique d'exponentiel décroissant. Pour obtenir ces données qui peuvent rentrer directement dans un pré-entraînement de modèle, il a fallu qu'on fasse beaucoup de travaux de raffinement finalement de ces données, donc tout un tas de traitements comme suppression de doublons, des bruits de fond, des chevauchements de locuteurs, des choses comme ça. On a pré-traité beaucoup nos données. Et ce qu'on a fait du coup finalement, bah, c'est qu'on a extrait vraiment que la donnée qui allait pouvoir vraiment être utile pour apprendre une représentation de la parole. Donc on a des segments de parole où seulement la parole est représentée.
Euh, En tout, ça nous fait à peu près 60 000 heures, un tout petit peu moins, on est à 59 700 de mémoire, d'heures de parole exploitables pour apprendre justement comment dire, ce modèle. L'architecture du modèle, oui. Parlons-en donc. Pour rentrer un petit peu plus dans la technique, l'architecture du modèle, basiquement, c'est un modèle Hubert. Donc Hubert, c'est un modèle qui va être finalement comment dire, un encodeur convolutionnel, vraiment des couches CNN, qui vont être complétées par des couches neuronales transformers. Et l'idée, vraiment, derrière un Hubert, l'idée qui est vraiment intéressante, c'est que on va pouvoir faire de l'apprentissage auto-supervisé parce que on va pouvoir faire une annotation automatique en comment dire, targets label. Et ça, on le fait par l'intermédiaire d'un modèle Kamins. Donc c'est ce qu'on voit sur la gauche, la petite représentation. L'idée, c'est vraiment de faire un clustering non supervisé sur des éléments de parole. Donc en l'occurrence, on calcule des features de nos segments de parole. Ce sont des MFCC, mais bon, passons, l'idée c'est une représentation de la parole qu'on exploite. On fait un clustering non supervisé dessus, donc sur des petites tranches de 20-30 millisecondes. Et l'idée c'est qu'à chacune de ces petits morceaux d'audio, en fait, on lui attribue une classe non supervisée qui va du coup finalement permettre de faire des regroupements au sein de l'audio sur une petite unité acoustique. On ne sait pas exactement ce que c'est, on ne peut pas dire si c'est du phonème, on peut pas dire si c'est, on peut pas dire l'échelle exacte, on sait juste qu'il y a un certain nombre de classes qui est ce qu'on définit, c'est arbitraire. Là, en l'occurrence, quand on le fait sur les MFCC, c'est 100 classes. Et l'idée, c'est que on va regrouper du coup cet audio selon 100 classes. Et après, on utilise ça dans le modèle transformer. Ce modèle transformer, il est appris comme un modèle BERT. Vraiment, l'idée, c'est de faire un mask language model, finalement, c'est un modèle de langue masquée, où l'idée, on va masquer des éléments dans la séquence d'entrée, on ne va pas les propager au niveau du transformer, et on va pas comment dire, on va pas les propager depuis l'entrée, on va masquer, et on va forcer le système à prédire ce qu'il aurait dû sortir à ses positions masquées. Donc en fait, le système n'a plus que le contexte pour prédire à ses positions. Et c'est comme ça qu'on va venir faire manger de l'information à ce transformer, lui faire permettre de modéliser un peu ce qu'est la parole et lui mettre finalement au sein de ses paramètres une espèce de représentation de la parole. Et cela, forcément, du coup, vu qu'on a auto-découvert les labels cibles, on n'a pas eu de coup d'annotation humaine, donc on est vraiment dans l'apprentissage auto-supervisé. Dernière particularité, c'est que effectivement, ça passe un peu trop vite, mais c'est pas grave. La dernière particularité, c'est juste simplement qu'il y a une deuxième itération qui n'est plus basée sur des MFCC, mais dans l'idée de raffiner le modèle, d'aller un peu plus loin dans la modélisation qu'il fait, en fait, on va exploiter des représentations neuronales sur un premier modèle appris Hubert basé sur les target labels avec l'MFCC. Et ces représentations neuronales, en théorie, enfin, l'idée, c'est qu'elles sont un peu plus riches que les MFCC, et donc on peut rendre encore plus robuste le modèle transformer. Donc c'est pour cette raison qu'il y a deux itérations. Euh, oui, au niveau de notre pré-entraînement, du coup, donc, pour donner un peu quelques idées de la taille de ce pré-entraînement, pour un peu mieux sentir les choses, donc du coup, on a utilisé 60 000 heures de paroles qui s'étaient donc segmentées, donc on a vraiment tout notre corpus. Cet apprentissage, on s'est basé sur le toolkit FairSec, c'est du code qui est fourni par Meta et qui permet finalement d'apprendre l'architecture Hubert assez facilement. Et l'idée, c'est qu'on s'est basé sur la configuration base. L'objectif, c'était de faire un modèle un peu petit, qui allait pouvoir être facilement dérivé avec peu de GPU et surtout au niveau du pré-apprentissage de contenir son coût en termes de ressources de calcul. L'architecture de base, l'idée c'est que par-dessus les CNN, il y a 12 couches de transformers, ce qui fait quand même un réseau déjà assez profond, mais il n'y a que 95 millions de paramètres dedans, donc assez simple entre guillemets à apprendre en termes de coût d'apprentissage. Et donc l'idée finalement, c'est que notre modèle, on l'a appris sur 4 à 100, donc ça reste quand même des gros GPU, mais avec 40 Go de RAM dans ces GPU, enfin de VRAM. Et le temps de calcul, donc c'est vraiment du temps de calcul brut, hein, c'est 3350 heures GPU. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire x4 pour savoir combien on a calculé sur GPU. Si on divise par 4, c'est le temps réel qu'on a passé. En tout, on a 3350 heures de GPU qui ont été consommées. Voilà. Du coup, effectivement, ce qu'on a à ce moment-là, après avoir fait passer ces données dans ces 4 GPU et avoir appris un modèle,
on a un modèle préentraîné. Il n'est pas encore capable de faire de la transcription de la parole, mais il sait ce que c'est que la parole dans le contexte des données qu'on lui a données à l'apprentissage. Et finalement, ce qu'on veut faire, c'est savoir est-ce qu'on a réussi à modéliser correctement la parole? Est-ce qu'on a une représentation suffisamment efficace pour avoir comment dire, comment dire, avoir des tâches finales qui vont être performantes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le fine-tune sur différentes tâches. La première, c'est la reconnaissance de la parole. Pour faire ça, il y a une recette SpeechBrain qu'on a mis en place. Donc, c'est justement ce dont on parlera dans un prochain webinaire. Mais là, on est vraiment sur l'aspect plutôt théorique. Cette recette, finalement, elle consiste simplement à prendre le modèle qu'on a préentraîné, le modèle Hubert. On ne le gèle pas du tout. Ça veut dire qu'on laisse les couches Transformer à l'intérieur du Hubert continuer à apprendre et on ajoute juste au-dessus de tout ce modèle préentraîné 2 couches linéaires et une couche de sortie softmax. L'idée, c'est vraiment de dire on transforme le modèle de manière à ce qu'il soit capable de prendre en charge une tâche de reconnaissance de la parole. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin de l'entraîner à nouveau. On a besoin de l'entraîner cette fois-ci sur des données supervisées avec du coup de l'audio et la transcription associée. Et pour ça, donc on exploite le corpus FLIRS, c'est un corpus qui est intéressant. Il n'est pas parfait, mais il reste intéressant. Et c'est aussi un des rares corpus qui est vraiment disponible sur plusieurs langues qui pourrait permettre justement cette évaluation dans un contexte multilingue. Donc on l'exploite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 types d'apprentissage. On a un premier type d'apprentissage où l'objectif, c'est vraiment prendre immédiatement les représentations et voir ce qu'elles donnent. Donc, on prend le modèle, on met nos 2 couches linéaires au-dessus, on apprend directement avec FLIRS. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le fait sur chacune des langues. Donc, on a un modèle par langue, on apprend, et à la fin, on évalue ce modèle pour savoir son taux d'erreur sur les mots, ce genre de choses. Et le deuxième fine-tuning possible, le deuxième raffinement possible, l'idée, c'est de se dire que dans un contexte multilingue, les langues, enfin, notamment dans le contexte qu'on a, les langues sont suffisamment proches pour qu'il y ait quand même des petits éléments en commun au niveau des différentes langues qui font que on peut tirer parti des données d'une autre langue pour une langue précise. C'est-à-dire qu'on va d'abord apprendre sur les 20 langues sans faire de distinction sur la langue, c'est-à-dire qu'on va vraiment mélanger tout le corpus, on va même plus savoir quelle langue, à quelle langue correspond le segment qu'on essaye de transcrire, et on apprend comme ça. On laisse notre modèle s'apprendre comme ça. Et après, on le raffine encore, on le fine-tune encore une fois, mais cette fois-ci, on le spécialise sur une seule langue. L'idée, c'est sur la spécialisation finale, il soit capable de tirer parti de toutes les données qu'il a vues, que ce soit au pré-entraînement ou que ce soit sur la supervision sur les 20 langues. Et du coup, avec ça, on vient encore aider le modèle à tirer davantage les performances vers le mieux pour la reconnaissance de la parole. Donc sur la droite, effectivement, il y a quelques petites stats qu'il y avait. Donc notamment, effectivement, enfin, le point intéressant sur lequel je voulais revenir, c'était notamment sur fine-tuning, où là, on voit qu'on a une seule RTX 3090, donc qui est vraiment un plus petit GPU encore, et qu'on a utilisé pour environ 10 heures si on fait le raffinement seul, sans la partie jointe. Et on a un petit peu plus de 2 jours pour l'apprentissage joint, puis les 10 heures pour refine-tuner. Le slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Du coup, donc oui, on est sur les résultats. Pardon. Donc du coup, au niveau du corpus FLIRS, ce qu'il y a donc du coup sur ce corpus-là, c'est qu'il n'est pas parfaitement aligné avec notre pré-entraînement. Donc, on a 2 catégories qu'on évalue. On a les langues vues, c'est celles qui sont à la fois dans le pré-entraînement et dans le fine-tuning qu'on cherche à faire, donc dans le raffinement supervisé pour la tâche de reconnaissance de la parole. Et on a les langues dites non vues. Donc finalement, ce sont des langues que notre modèle prend en charge à l'issue de la supervision en tâche de transcription, enfin, en tâche de reconnaissance de la parole, mais ce sont des langues qui n'ont pas fait partie de son apprentissage. Donc on peut supposer qu'elles sont quand même moins bien représentées dans le modèle en lui-même pré-entraîné. Au niveau des résultats, donc ce tableau du coup est assez intéressant. Donc on a évidemment la partie premier type de fine-tuning, donc 60K et le 60K joint qui est celui où on a fait les 2 étapes. L'idée c'est de dire que sur les langues vues, par rapport aux langues non vues, on a effectivement un meilleur taux d'erreur. Ici c'est du character error rate, c'est marqué. Comment dire, l'idée c'est vraiment de dire que sur la langue vue on a un meilleur taux d'erreur sur les caractères, ce qui est pas surprenant finalement, puisque c'est des langues qui sont vues dans le pré-entraînement, donc meilleure modélisation acoustique, etc. etc. Mais un point qui est vraiment intéressant, c'est
quand on fait la moyenne de toutes les langues, et donc qu'on rend nos systèmes comparables, finalement, à ce qui a été fait dans le cadre du benchmark qui est publié avec les données de Fleurs, et comprendre notre meilleure approche, donc celle où on a d'abord fait, enfin, où on a appris en 2 étapes, on voit qu'on est extrêmement proche. C'est-à-dire qu'en taux d'erreur sur les caractères, on est à 13,8, tandis que Fleurs, de leur côté, ils sont à 13,6. Ce résultat est intéressant pour plusieurs choses. C'est quand on compare les deux approches. Côté Fleurs, on va avoir un modèle qui est un Wave-to-Wake BERT, qui est assez complexe, donc 600 millions de paramètres, mais surtout qui est pré-entraîné avec énormément de données. Il y a côté parole plus de 430 000 heures de parole, et parmi ces 430 000 heures, c'est pas african-centrique, c'est vraiment toutes les données qui leur passaient entre guillemets sous la main, enfin celles qui étaient disponibles et qui étaient prêtes à rentrer dans ce genre de modèle. Donc il y a beaucoup d'anglais, beaucoup de français par exemple, et vraiment les langues africaines sont très sous-représentées. Euh, et il y a notamment un autre point qui est aussi à prendre en compte qui fait vraiment la différence, c'est qu'il y a la partie BERT dans le Wave-to-Wake BERT qui, elle, est pré-entraînée avec énormément de données textuelles. Et ça, c'est des données dont on ne bénéficie vraiment pas du tout dans le cadre de notre approche. Donc, ça vient vraiment resserrer l'écart entre les deux approches, ça vient vraiment rendre très intéressant le fait d'être african-centrique, puisque ça veut dire que avec un petit modèle qui n'a pas bénéficié d'autant de données et d'autant de, finalement, de connaissances extraites aussi des données textuelles, on est quand même capable d'être compétitif face à une approche qui est énorme avec beaucoup de données, mais qui n'était pas africacentrique. Donc finalement, ça peut laisser penser à qu'est-ce qu'on pourrait obtenir si jamais on obtenait la même quantité d'heures, mais cette fois-ci africacentrique, de manière à prendre vraiment modéliser parfaitement ces langues d'un point de vue purement acoustique, et après avoir la partie texte. Dernier point effectivement, ce dernier point est intéressant, c'est que on ne s'est pas évalué uniquement sur la partie reconnaissance de la parole. On a aussi fait une partie classification de langue. L'idée étant, d'à partir d'un segment audio, d'identifier quelle est la langue de ce segment. Et là, on a des résultats qui sont vraiment intéressants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelque chose qui est vraiment très similaire à la partie reconnaissance de la parole. C'est-à-dire qu'on a à nouveau exploité le toolkit SpeechBrain pour fine-tuner. On a à nouveau utilisé le modèle pré-entraîné de manière non gelée. Vraiment, on a continué à l'apprendre pour le faire dériver vers une tâche de classification de langue. Et on l'a à nouveau fait sur le corpus Fleurs, puisque c'est des données qu'on a et sur lesquelles on peut aussi se comparer, puisqu'on a le benchmark de Fleurs. Ce qu'on a, c'est qu'on a à nouveau 2 types de raffinement. Donc on a 2 choses. On a le premier qui consiste à vraiment faire un raffinement immédiat. C'est-à-dire qu'on va fine-tuner le modèle pour la tâche de l'ID et on fait de manière très très brute. On prend la sortie du modèle préentraîné, enfin comment dire, la sortie du transformer, donc de la partie Hubert en termes de modèle, donc des couches transformer de Hubert, et on vient directement les réduire avec un average pooling, enfin un adaptive average pooling exactement, à une sortie qui nous permet d'évaluer la tâche de classification de langue. Donc c'est-à-dire, vraiment l'idée c'est de passer de la séquence à une seule sortie, et avec 20 sorties, de manière à pouvoir faire une softmax sur ces 20 sorties. Euh, la deuxième méthode, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est d'aider le système à, comment dire, à mieux prendre en charge la tâche. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement faire une réduction progressive. L'idée, c'est de dire, passer de 768 à 20, c'est peut-être un peu violent quand même, en termes de dimension, sachant qu'on a déjà la séquence qu'on a réduit de taille de séquence à 1, là, on va faire des étapes successives avec, du coup, des couches linéaires, de manière à ce qu'elles apprennent simplement à faire ces projections successives pour aider le système à mieux extraire cette information. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec, en passant de 768 à 256 en intermédiaire, puis à 20, donc grâce à 2 couches linéaires. Et là, les scores sont particulièrement intéressants pour le coup, dans le sens où, effectivement, quand c'est de l'accuracy, c'est important de l'avoir en tête, donc plus c'est haut, mieux c'est. L'idée, c'est que quand on compare les 2 baselines qui étaient utilisés dans Fleurs, dans le papier de Fleurs, finalement, ils sont au mieux à 62, tandis que de notre côté, on est au pire à 84. Donc c'est vraiment en faveur, on va dire, de notre approche. Mais il faut quand même garder des choses à l'esprit. C'est que c'est assez important de garder à l'esprit que de notre côté, c'est une tâche qui est, bon, certes, on est sur un modèle qui est african-centrique, donc ça veut dire que il n'a vu que des langues africaines, il n'a pas vu d'autres langues, tandis que du côté de Fleurs, il y avait toutes les langues du corpus Fleurs, et de mémoire, il en a un peu plus de 100, 101, 102, quelque chose comme ça.
Donc déjà, de base, le modèle n'a pas les mêmes informations à ingérer, à modéliser, mais surtout, la tâche qu'on fait, du coup, est plus simple, puisque ça veut dire que nous, quand on fait notre tâche de classification, on a 20 sorties. Et les 20 sorties, c'est 20 langues africaines. Et on a juste à essayer de discriminer entre les 20 langues africaines pour trouver la bonne. Tandis que quand ils l'ont fait au niveau de Fleurs, ils avaient toutes les langues, les 101 langues. Donc il y a même possibilité de venir se tromper avec des langues qui étaient, par exemple, côté Asie ou côté Amérique, et vraiment, du coup, qui venaient rajouter des erreurs dans les sorties, finalement, du système. Donc il faut quand même garder ça à l'esprit, mais ça reste des résultats qui sont particulièrement intéressants en termes de performance. Et tac, tac, tac. Ouais, là, effectivement, c'était donc conclusion de la présentation, et il y a le point intéressant en bas. Donc, vraiment un petit résumé de tout ce que je viens de dire, finalement, pendant ce quart d'heure ou ces 20 minutes, c'est que ce qu'on a fait dans ces travaux-là, ça a été collecter des données pour avoir une matière pour travailler. Donc, on les a collectées, on les a pré-traitées, et ça nous a permis d'obtenir à peu près 60 000 heures d'enregistrement en langue subsaharienne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu, grâce à ces heures, apprendre un modèle préentraîné. Donc de type Hubert, c'est le modèle qu'on a sélectionné, l'architecture qu'on a sélectionnée. Et on a préappris ce modèle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à évaluer ce modèle. Et, en évaluant ce modèle, finalement, on a fait deux tâches. On a fait une tâche de reconnaissance de la parole sur laquelle on obtient des résultats qui sont vraiment similaires à le benchmark FLIRS, benchmark finalement qui est intéressant en termes de points de comparaison, puisqu'on a des résultats similaires alors qu'on a un modèle qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, avec vraiment moins de données pour l'apprendre. Donc on arrive à faire la même chose avec moins de ressources. Et en termes de seconde tâche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une tâche de classification de la langue sur laquelle on a vraiment de bien meilleurs résultats. Mais effectivement, c'est vraiment le disclaimer que je faisais juste avant, c'est de garder vraiment à l'esprit que certes, on a des très bons résultats, mais on est quand même dans un cas un peu plus facile quand même, pour le garder à l'esprit. Mais ça ne, mais ça veut quand même dire que le modèle qu'on a reste extrêmement pertinent. Euh, et le point qui est super important sur ce modèle qu'il faut connaître, c'est que notre objectif avec ce modèle, c'est de le rendre open source. C'est pas de le garder pour nous et de s'amuser dans notre coin avec pour le fine-tuner. C'est vraiment de le rendre disponible sur Hugging Face. Alors, actuellement, il est dans le process de mise en open source. Alors, il a bien avancé, il n'est pas encore tout à fait au bout, mais il a très bien avancé. Donc, on sait qu'il va arriver en open source. Je ne peux juste pas donner de date très précise, mais en tout cas, c'est clair que c'est dans les prochaines semaines, euh, normalement. Donc là-dessus, n'hésitez pas à rester en contact pour savoir un peu ce qui se passe, voir ce qui se passe et regarder un peu ce qui se passe sur le Gameface de Orange. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci Antoine, merci Elodie. On va donc passer à la deuxième partie de ce webinaire, les échanges. Donc voilà. Donc s'il y en a qui ont des questions, vous levez la main et puis on va le faire dans l'ordre, quoi. Mais avant, je voulais juste rappeler un peu ce qui a été fait. Donc la présentation a consisté en première partie à parler des enjeux de tout ce qui est traitement de la parole pour les langues africaines, pourquoi c'est important, quelles sont les difficultés, quels sont je veux dire, quels sont les enjeux du point de vue applicatif, etc. Ensuite, donc, il y a eu toute la partie, on va dire, spécification de score, ou alors des projets d'Orange en matière de traitement de la parole pour les langues africaines, avec les cartes qu'on a vues, voilà, les langues qui sont ciblées, le proof of concept qui a été fait sur le Wolof, le dataset, le jeu de données qui a été collecté sur certaines langues africaines. Puis on est passé donc à la présentation de ce nouveau modèle qui a été conçu, entraîné au niveau de Orange Innovation. Donc, avec beaucoup de détails techniques, ça c'est très important c'était aussi l'objectif de ce webinaire pour toutes les personnes qui sont connectées et qui travaillent sur ce type de sujet-là. Donc, s'il y a des questions, on va les prendre. Donc, vous n'ouvrez pas vos micros, s'il vous plaît. Vous levez la main. Quand on vous passe la parole, vous ouvrez le micro en ce moment. Donc, je ne vois pas de main levée.
Donc, peut-être je vais commencer avec quelques questions pour, voilà. Ok, je vois une main levée, on va prendre celle-là. Ahmed Zifenjou, allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Bonsoir à tous. Merci à Antoine et merci à Elodie pour cette présentation. Ma question, elle est à Antoine par rapport aux résultats qu'il a présentés à la slide 18, je crois, où le modèle qu'ils ont proposé se rapprochait des résultats de Fleurs. Et même si Fleurs faisait encore un peu mieux, Antoine n'a pas manqué de préciser justement que Fleurs, il n'était pas africain-centrique et qu'il avait été entraîné sur d'autres données. Ma question à Antoine, c'était donc de savoir, était donc la suivante. Même si on a pour objectif de mettre en place un modèle africain-centrique, c'est-à-dire qui sera performant sur des données africaines, est-ce que l'utilisation, en plus de donner d'autres langues, ne pourrait pas être intéressante pour le modèle? Je fais notamment écho à des travaux de Lucas Maison et de Yannick Estève sur de la reconnaissance de la parole des accents français, où ils ont montré justement que l'utilisation de données in-domain et out-of-domain permettait d'augmenter les performances à la fois dans le domaine précis et de façon globale. Donc, la question, c'était de savoir, est-ce que si, par exemple, dans le modèle d'Antoine, on rajoutait des données dans d'autres langues, mais pas forcément à une très grande dimensionnalité, est-ce qu'on n'améliorerait pas les performances du modèle, par exemple, pour faire équivalent, voire mieux que Fleurs? Je peux Euh, répondre selon deux euh, axes. Pardon, est-ce qu'Antoine, c'est possible de mettre ta caméra si c'est pas... Normalement, elle est activée, mais je crois que c'est le partage d'écran qui prend la place. Ah, vous voulez que j'enlève la slide? Oui, parce qu'on voit Non, Antoine, hein, ça normalement, en devrait haut. poser problème parce que moi, j'ai ma caméra activée, mais et là, Ouais, faisons comme ça. Du coup, effectivement, donc, je vais te répondre en deux parties, enfin selon deux axes, je pense. Euh, Dans un premier temps, effectivement tirer parti de données qui vont être pas forcément du domaine et effectivement bénéfiques. Et comme tu l'as mentionné, donc les travaux de Yannick et de Lucas le démontrent assez bien. Donc ça, sur cette partie-là, la réponse est clairement oui, ce serait bénéfique. Maintenant, il y a une vraie question, c'est quelles données et quel trade-off? Ce qui est important, c'est que les données ne soient pas trop éloignées en termes de domaine ou de contexte, mais également en termes de langue. Il y a un concept qui était assez intéressant il y a quelque temps sur tout ce qui était traduction, c'était la notion de langue pivot. L'idée, c'était de pouvoir rapprocher les langues pour savoir par quelle langue passer si jamais on n'avait pas assez de données en traduction sur la langue. Enfin, de pair entre une langue A et une langue B, c'était de passer par une langue C qui était suffisamment proche des deux, où on était bien doté de ce côté-là. Euh, Basé là-dessus, en fait, on pourrait avoir le même principe, c'est-à-dire se dire que, OK, on ne va pas mettre quelque chose qui va être spécifiquement african-centrique, mais on va prendre des données qui ont les mêmes caractéristiques en termes de prononciation, donc les mêmes caractéristiques, les mêmes features finalement dans la vocalisation enfin, du discours. Donc ça peut être effectivement quelque chose de très intéressant. Et là, le second axe, du coup, c'est pour continuer de justifier le pourquoi african-centrique finalement, c'est qu'on a pris le parti de faire quelque chose de très spécifique, d'aller vraiment vers le spécifique face au générique. C'est-à-dire qu'on est parti dans l'idée que euh, un modèle monde qui connaîtrait toutes les langues et qui pourrait tirer parti d'absolument toutes les données possibles et prendre que le meilleur de ces données-là, peut-être que c'est possible, mais c'est pas encore tout à fait possible en 2024. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va garder quelque chose de assez générique, mais dans un cadre très spécifique qui est la zone subsaharienne, puisque c'est celle qui nous intéresse finalement en termes de technologie à l'heure actuelle. Euh, et en soi, enfin, ouais, je peux m'arrêter là, sinon je vais continuer pendant plusieurs. J'espère que j'ai répondu à ta question, sinon je peux préciser davantage. D'accord. Merci beaucoup, Antoine. Tu as bien répondu à la question.
Ok, merci. Quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a une autre question en ligne? Non, je n'en vois pas. Je vais poser une question sur sur les aspects pré-traitement. Qui veulent démarrer, pour des jeunes étudiants, pour des doctorants qui se lancent dans ce type de travaux et qui veulent par eux-mêmes collecter de la donnée. Bon, pour les méthodes de collecte, là vous avez parlé de la radio, on a d'autres moyens, mais on va un peu parler des pré-traitements. Ça coûte quoi les pré-traitements en matière par exemple, le temps déjà, le temps que vous avez mis pour pré-traiter, juste une idée du temps que ça a coûté. Alors, je peux différencier deux temps. Je peux différencier le temps vraiment purement entre le moment où on a commencé à travailler et le moment où on a une version qui était totalement prête avec ses 60 000 heures de parole, et le temps de traitement purement machine, on va dire, en termes de calcul. Sur le temps, entre le moment où on a initié vraiment les travaux post-collecte et le moment où on a vraiment commencé à alimenter les modèles, il s'est passé environ un mois et demi. On a eu à peu près un mois et demi de travail pur, qui était donc forcément un ping-pong entre la machine et le temps humain, puisque c'était beaucoup de scripts à développer. À ce moment-là, on n'avait pas toutes les pipelines qui étaient prêtes, donc il a fallu qu'on les développe. Donc il y a ce temps de développement dedans, il y a le temps pour faire tourner les scripts. Sur 60 000 heures, le temps de faire tourner aussi des algos, donc avec des machines assez costauds quand même, puisqu'on avait quelques GPU, on avait pas mal de CPU aussi pour le faire. Mais donc, pour pouvoir faire tourner la segmentation, ce genre de choses, il nous a fallu au moins 2 bonnes semaines de calcul pur. Mais parce qu'il y a 60 000 heures. Si on prend des corpus beaucoup plus petits, si on est sur quelques dizaines d'heures, quelques centaines d'heures, évidemment, ce temps va énormément décroître. Ok, l'autre question, toujours par rapport au pré-traitement, c'est quelles sont les tâches particulières, vraiment les tâches les plus importantes qu'il a fallu faire dans les scripts pour pouvoir faire ce pré-traitement-là. Le plus important, enfin, l'idée, c'est vraiment de se dire que ce pré-traitement est forcément axé qualité. Mm. L'idée, c'est de se dire, OK, j'ai pris peut-être, je sais pas, mettons un chiffre complètement imaginaire, mais posons 500 heures de parole brute qu'on récupère. Sur ces 500 heures de parole, va y avoir des moments où il y a des blancs liés à de la respiration, ou simplement va y avoir des chevauchements de locuteurs qui vont être assez durs à modéliser, ou même tout simplement va y avoir des données qui vont être d'une qualité telle à cause du bruit, enfin d'une qualité faible telle à cause du bruit qu'elles ne sont pas vraiment utilisables. Et ça, faut le filtrer. C'est très important. Donc, je dirais filtrer la mauvaise qualité en termes de bruit, Mhm. euh, prendre le temps de segmenter proprement pour extraire vraiment la parole, parce que quand on prend par exemple des émissions de radio, il va y avoir des jingles qui vont apparaître, il va y avoir peut-être aussi des moments où il y a de la musique. Et si c'est pas quelque chose qu'on souhaite modéliser, il faut le retirer. Donc pour ça, on a des algos comment dire, de segmentation, enfin la VAD, on peut faire de la Voice Activity Detection, qui est assez important. Et post-VAD, il faut continuer à filtrer tout ce qui va être le moins qualitatif. L'idée, c'est vraiment la loi de Pareto. C'est si on filtre 20% du pire, on a enlevé 80% du problème. Ok, parfait, merci. Je vois Elie Moulamba qui a levé la main. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Vous pouvez m'entendre? Oui, on vous entend. Bonsoir tout le monde. Je te remercie, Elodie et Antoine. J'ai très bien suivi la présentation. Alors, j'ai deux préoccupations parce que je suis aussi chercheur en NLP, plus précisément dans le Low Resources. Alors, moi, je travaille sur le langue de la RDC, donc le Lingala, Swahili, Kirundi, etc. Alors, 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 Mhm. Allô, Oui, on oui, on vous euh, entend de moins en moins là. ok, sorry. Ma question, elle était de savoir, est-ce que ces données sont-ils disponibles en ligne? Donc, les données qu'ils ont utilisées pour l'entraînement de leur modèle, est-ce qu'ils sont open source, on peut y accéder facilement? Et aussi, ma deuxième question, est-ce qu'avec ces données, vous n'avez pas pensé, par exemple, chercher un modèle qui a, c'est pas bon, la traduction, au lieu de se limiter qu'à deux tâches, parce que je ne sais pas si je vous ai très bien suivi, le modèle WISPEC, si j'ai bien prononcé, il n'a que deux tâches, la reconnaissance de la parole et la reconnaissance de la voix. En fait, la reconnaissance de la parole et la reconnaissance de la langue. Alors, vous n'avez pas pensé à entraîner, par exemple, sur le texte-speech, une tâche pareille.
c'était un peu ça le deux. Ok. Sur ces questions, donc je vais répondre d'abord sur la partie données et après sur la deuxième question. Pour la partie données, on aimerait être dans un contexte complètement open source où on pourrait partager librement les données. La réalité, c'est que pour l'instant, il y a énormément de travail, notamment sur l'anonymisation, des choses comme ça, avant de pouvoir les rendre vraiment publiques. Donc, pour l'instant, c'est pas quelque chose de prévu, malheureusement. Là, tout de suite en juin, je peux vraiment pas dire qu'on va les partager ou qu'on va pas les partager. La réponse est je ne sais pas vraiment. Donc là-dessus, on va dire que tout est possible, mais considérons qu'elles ne sont pas partageables. La deuxième partie de la question, enfin la deuxième question concernant pourquoi uniquement deux tâches. euh, alors, il faut bien comprendre, enfin pourquoi uniquement ces deux tâches? Il faut juste comprendre que le modèle en lui-même, bon, on l'a pas évalué sur tout, on n'a pas pu l'évaluer sur tout, mais il peut faire beaucoup de choses. Ce qu'il a appris, c'est une modélisation de la parole. Si jamais on a un modèle qui va avoir besoin d'une représentation de la parole au sein de ces couches cachées ou en entrée ou autre, on peut utiliser ce modèle préentraîné pour, enfin, pour le fine-tuner vers cette tâche-là. Par exemple, une tâche de traduction de la parole. Si jamais on fait rentrer un segment enfin, si on fait rentrer de la parole et on fait rentrer, enfin, en fait, on fait end-to-end, tout simplement, parole vers parole, par exemple, pourquoi pas baser un morceau du système sur ce modèle-là, puisque du coup, il a appris une représentation de la parole. Par contre, il y a des tâches sur lesquelles ça va être fondamentalement incompatible. Par exemple, texte-to-texte, c'est pas du tout les mêmes unités au sein du modèle, donc on peut pas. Par contre, enfin, et même par exemple text-to-speech, c'est pas tout à fait le même problème. C'est-à-dire que quand on fait de la synthèse de la parole, c'est un problème un peu inversé. On n'essaye pas d'aller de la parole vers le texte, on essaye d'aller du texte vers la parole. Et la modélisation est complètement inversée au sein du modèle. Donc, fine-tuner ce modèle-là dans un contexte de synthèse, par exemple, serait à mon sens pas possible. Enfin, tout du moins compliqué à minima, voire potentiellement ne convergerait pas. Donc l'idée, c'est que ce modèle est vraiment fait pour une modélisation de la parole, donc une tâche qui va parole vers quelque chose. Ok, merci, merci Antoine. Donc, je vais prendre, ça c'était bon pour Ellie, je vais prendre Jim Momarlo. Bonsoir. Ouais, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Donc, Oui, ok. Donc, moi, ma question, c'était par rapport à la licence. Donc, est-ce que le modèle à sa sortie sera sous licence Apache ou sera sous quelle licence? C'était juste ça ma question. Merci beaucoup. C'est une excellente question. Je dois reconnaître que je l'ai plus du tout en tête, donc à la limite, c'est quelque chose que je peux vérifier. Enfin, on peut se recontacter par la suite pour que je confirme. Ça va être sur de l'open source, mais du coup, open source type recherche, donc à non-but commercial derrière, j'imagine. Mais là, de mémoire, je ne l'aurai pas. Est-ce que tu l'as de ton côté, Elodie? Non, je me rappelle pas du tout. Mais ce sera une licence permissive de toute façon. Après une Apache ou une Creative Commons. Enfin, le modèle, ouais, je pense que ce sera, enfin, comme Antoine l'a dit, sera le plus permissif possible, mais pas à but commercial, à mon avis. Peut-être une autre question dans le même sens, celui de l'utilisation du modèle par d'autres équipes, par d'autres ingénieurs. Donc, là, vous allez déployer le modèle sur Hugging Face, mais est-ce que c'est envisagé d'avoir une utilisation du modèle à travers des API uniquement c'est-à-dire, on ne veut pas réentraîner, on ne veut pas fine-tuner, on veut juste appeler une API, on lui passe voilà, de la donnée qui retourne directement le résultat produit par le modèle. Est-ce que ça, c'est prévu? Est-ce que c'est envisagé? Je peux répondre tout, encore une fois en deux temps. Premier temps, c'est l'objectif du modèle. Deuxième temps, c'est la fameuse API. Mhm. Euh, Commençons par l'API. L'API, en fait, ça va être à travers l'API de Gingface. C'est-à-dire que Gingface est une API qui permet d'apprendre, enfin, comment dire, d'appeler des modèles préentraînés, vu qu'il va être sur Gingface et surtout au format de Gingface, en Mhm. termes comment dire, de modèle. En fait, il va pouvoir être appelé à travers cette API-là. Par contre, il y a une chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que c'est un modèle préentraîné. Donc c'est un modèle qui ne sait pas faire
de tâche finale pour l'instant. Il faut absolument l'adapter sur une tâche finale. D'où le modèle qu'on partage, c'est le modèle préentraîné. C'est pas le modèle qui a été fine-tuné sur FLIRS en termes d'ASR ou le modèle qui a été fine-tuné sur FLIRS en termes de classification de langue. Ça, c'est une tâche finalement qu'il faut réapprendre derrière ce modèle préentraîné. D'accord, merci. Euh, je ne vois pas encore de main levée. Je vais donc poursuivre toujours par rapport à cette question. Là, on veut fine-tuner. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut coûter en termes de... Déjà, moi, je prends des cas, on a des langues qui sont extrêmement peu dotées, des langues avec quoi, moins de 10 heures d'audio ou à peu près 1 heure d'audio, etc. Est-ce que c'est possible d'utiliser vraiment ce très petit volume de données-là, faire du fine-tuning dessus et espérer avoir des résultats assez intéressants sur les langues africaines, bien sûr, parce que vous pouvez avoir une idée de... Alors, c'est justement l'objectif de ce modèle-là, c'est que le gros du calcul soit déjà passé avec le plus de données possible pour avoir une représentation suffisamment robuste pour être dérivé avec, si possible, le minimum de données possible. Je ne garantis pas que ce sera forcément des performances état de l'art, parce qu'il y a aussi énormément de travaux qui ont été faits sur le peu doté par le passé qu'il faudrait quand même potentiellement creuser, parce qu'avec Deezer, on arrive quand même à faire des choses, même sur des approches qui ne sont pas neuronales. Je ne peux pas garantir que cette approche serait bien meilleure que une approche hybride à l'époque ancienne, vraiment, vraiment bien faite. Toutefois, je pense que c'est un bon début. C'est-à-dire que le modèle ayant vu une vingtaine de langues, si la langue finale de ces 10 heures est en plus quelque chose qui fait partie du pré-entraînement de ce modèle, il y a de grandes chances que ce soit pertinent, que ce soit vraiment pertinent. C'est l'objectif de ce modèle. Et avec 10 heures, effectivement, pour fine-tuner, ce serait suffisant. En termes de calcul, ce serait même assez rapide, finalement, puisque 10 heures, c'est à peu près ce qu'on... Alors, de mémoire, Fleur, c'est 250 heures, donc c'est à peu près 10-12 heures par langue en apprentissage. Ok, d'accord. Je peux compléter même, du coup, ouais, si t'as... Si dans tes 10 heures, tu as vraiment des ressources vérifiées par des linguistes, des experts qui sont vraiment très qualitatives et qu'en plus tu as un dictionnaire de prononciation, là tu pourrais essayer d'entraîner avec une approche hybride et comparer avec justement notre modèle préentraîné. Mais par contre, si tu n'as pas ces ressources-là, notamment un modèle de langue entraîné sur des corpus d'une langue cible et un dictionnaire de prononciation, là, notre modèle est vraiment intéressant pour ça. D'autant plus, voilà, comme a dit Antoine, si en plus la langue, elle fait partie des langues vues pendant le préapprentissage. Merci. Il y a une main levée. Non, je crois que c'est encore. Si mon marlon l'a pris déjà tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre? Je vois. Je voyais Saumathurin, oui, je vois Saumathurin. Oui, merci Paulin. Merci à Elodie, merci à Antoine. Il y a quelque chose qui m'a un peu échappé là. Je crois que c'est Antoine qui l'aurait dit et il a dit qu'ils sont parvenus à trouver que à un moment donné, ces langues avaient les mêmes structures grammaticales. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous travaillez sur les données vocales ou alors sur les données textuelles? Parce que j'ai l'impression qu'à la fin, est-ce que toutes les langues africaines auront absolument le même alphabet? Voilà ma question. Il me semble que c'est Paulin qui a dit il y a des langues africaines, voilà, pendant son introduction, qui partageaient justement des spécificités communes comme des aspects grammaticaux. Donc nous, en fait, notre idée, c'était ça, c'était de partir du principe que les langues africaines, et surtout celles qu'on cible dans ce modèle, partagent des particularités communes qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans les langues occidentales. Et donc, on voulait apprendre des représentations riches uniquement sur ces langues-là. Après,
donc on ne s'attache pas forcément à la grammaire, on s'attache à représenter la totalité des structures linguistiques qu'on peut retrouver dans les langues. Et ensuite, au sujet de l'orthographe, ça va dépendre de la tâche donc de fine-tuning. Si on adapte ce modèle préentraîné qu'on propose pour une tâche de transcription de la parole, là, l'orthographe va dépendre en fait de vos données supervisées. Donc l'orthographe, c'est indépendant. Ok, merci, merci Elodie. Attention, j'ai l'impression d'avoir... Ok, ok, c'est bon. Merci Elodie. Toujours dans la suite de cette question, où effectivement les langues africaines partagent, il y en a qui partagent un certain nombre d'éléments, que ce soit du point de vue acoustique ou même du point de vue du texte, mais voilà, il y a énormément de différences aussi, même quand on est dans le même pays, avec des langues qui sont peut-être, du point de vue géographique, avec des distances géographiques qui sont courtes, mais on peut avoir des grandes différences linguistiques. Donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Par contre, il y a quelque chose, il y a des travaux qui sont en cours qui montrent que les plongements multilingues peuvent entraîner des déviations du point de vue de la qualité des données, même quand on considère par exemple des langues africaines. Et ça, c'est-à-dire on prend des langues africaines, en les combinant d'une certaine manière. Par exemple, je peux prendre un corpus de 10 langues africaines, un autre corpus de 20 langues africaines. Mais si je rajoute une langue dans l'un ou l'autre, la qualité peut être dégradée. Et ça, on pense aujourd'hui que cela peut être dû, entre guillemets, à ce qu'on peut appeler la proximité linguistique entre la langue que l'on rajoute dans le modèle multilingue et les langues existantes déjà. Donc, ça pourrait expliquer, enfin, si vous voulez, la leçon ou alors ce que l'on peut retenir si ces travaux-là aboutissent, c'est que le multilingue, c'est bien, mais parfois, il faut trouver les langues qui vont être mises ensemble pour avoir les meilleures performances. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous en dites par rapport à... Oui, bah, du coup, moi, j'ai pas vu cette étude, mais ça me paraît logique. J'imagine que oui, si tu injectes une langue qui a des particularités communes avec d'autres, ça va renforcer, entre guillemets, ce biais linguistique, et du coup, ça peut dégrader d'autres langues qui sont plus éloignées. Là, dans notre papier, donc on a testé ce fine-tuning joint, où on fait un premier fine-tuning où là, on intègre toutes les langues et ensuite on fait un fine-tuning particulier par langue. Et donc, ça a bien montré, oui, que les performances étaient meilleures comme ça. Donc, je pense que pour éviter ce biais linguistique, il faut... on peut réduire cela en rajoutant une étape de fine-tuning au final. Ok, très bien. Je vois Maël Elvi Fosso qui a levé la main. Est-ce qu'on peut... Allô, Maël, le micro est coupé. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro avant de poser ta question? Donc là, il n'est pas... On va prendre peut-être Anthony Nama. Qui a aussi levé la main. Oui, Oui. j'aimerais savoir un truc. On a parlé de modèles préentraînés et on a également parlé des performances de ce modèle préentraîné. Ce que j'aimerais savoir, c'est sur quelle métrique, en fait, vous avez évalué votre modèle préentraîné pour l'estimer, je dirais, d'un niveau de performance suffisant. Donc, j'aimerais un peu que vous reveniez sur les différentes métriques d'évaluation, si possible. Merci. Oui, du coup, sur cette question, je peux répondre. On a
on n'a pas évalué de manière directe le modèle préentraîné. C'est-à-dire que le modèle préentraîné va avoir une représentation neuronale, enfin, on va se faire une représentation neuronale qui est super difficile finalement d'évaluer. Par contre, on peut estimer sa pertinence quand on dérive ce modèle préentraîné vers une tâche finale. Et finalement, ça veut dire qu'on va se rattacher aux métriques de nos tâches finales. C'est-à-dire qu'on va avoir la reconnaissance de la parole comme première tâche finale. L'idée, c'est de prendre le modèle préentraîné, l'adapter à la reconnaissance de la parole. Et si tout se passe bien, on obtient de bonnes performances en termes de taux d'erreur, donc taux d'erreur mot ou taux d'erreur caractère, si on prend cette métrique-là pour évaluer la reconnaissance de la parole. Parce que finalement, le modèle préentraîné va avoir des représentations suffisamment riches pour pouvoir être facilement dérivable vers cette tâche. Et plus on a de tâches finales qui nous permettent d'être dérivées avec des bonnes performances, plus on peut estimer que ce modèle préentraîné est finalement pertinent. Et là, en l'occurrence, donc on l'a fait avec une deuxième tâche, pour pas uniquement se restreindre à l'ASR, telle coparole, où là, sur la tâche de classification, effectivement, on a aussi de bons résultats qui apparaissent, qui cette fois-ci sont évalués en accuracy. Mais dans tous les cas, on est dépendant de la métrique de la tâche finale. Ok. Merci. Est-ce que Maël Fosso, non, je vois qu'il a baissé. Je vois Tchaï Dimitri, est-ce qu'il a, il peut ouvrir son micro et poser sa question? Maël Fossé, présent. Oui, on reviendra sur toi tout à l'heure. Tchaï Dimitri, est-ce qu'il peut poser sa question? Merci, monsieur. On va passer la parole. Bon, lors de la présentation, on a parlé d'un certain nombre de langues qui ont été utilisées pour l'entraînement du modèle. Et parmi ces langues, il y avait les langues tonales. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on a pris en compte lors de la représentation, pour trouver la représentation des audios, comment est-ce qu'on a pris en compte l'aspect tonal lors de l'entraînement, lors de la partie auto-supervisée. Alors, la particularité de cette partie auto-supervisée, c'est qu'on ne va pas expliciter des features qu'on va essayer d'apprendre. Et finalement, il n'y a pas eu de focus particulier sur l'aspect tonal. C'est-à-dire que cet aspect est pris en compte par l'intermédiaire des données qu'on a passées au système. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qui va être responsable de la découverte de l'unité un peu entre guillemets acoustique, de cette espèce de speech unit, c'est le Kamins en lui-même. Et c'est lui de son côté qui va être responsable de représenter des éléments de parole, de regrouper par éléments proches. Et finalement, ce Kamins, actuellement, à l'état des XP actuels, on n'est pas vraiment en mesure de dire ce qui se cache derrière ces classes du Kamins. Parce que finalement, c'est super dur, c'est pas du tout un algo explicable, et c'est une grosse boîte noire. Et aller dedans, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts d'analyse qui, pour l'instant, n'ont pas de résultats suffisamment probants pour pouvoir dire avec certitude ce qui se cache derrière le Kamins. Donc, la particularité tonale n'a pas été prise en compte directement. Elle est prise en compte par le système, par moyenne de représentation, ce genre de choses, avec toutes les données qui passent. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant de pouvoir focus sur certaines caractéristiques, comme cet aspect tonal, si jamais on pouvait aller comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière les speech units calculés par le clustering non supervisé. Ok, on va prendre donc Maël Fosso. Bonsoir à tous. J'aurais trois questions, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai rejoint le webinaire peut-être 5 ou 10 minutes vers la fin. Donc, peut-être vous avez parlé de ces sujets au début. La première question concerne les spécificités de ou des machines sur lesquelles vous avez entraîné des modèles. C'est possible de les avoir, les GPU, principalement la mémoire, donc ces différents éléments. La seconde question concerne quand vous les mettrez sur Hugging Face, quelle est la procédure? Avez-vous déjà pensé à la procédure technique qui permettra aux ingénieurs de réutiliser les modèles au niveau des frameworks de deep learning qui existent? Pour certains modèles, c'est un peu plus complexe que pour d'autres, surtout pour ceux qui ne veulent pas directement utiliser l'API de Hugging Face. Et la troisième question concerne le dataset que vous avez constitué. Alors, vous avez parlé de beaucoup de traitements. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par les bruits de voitures, de taxis, les audios en cours de route. C'est principalement ce qui m'intéresse, des audios avec des personnes qui parlent autour.
Alors, donc, est-ce que ça a été pris en compte dans votre dataset? À quel pourcentage? Lors de votre pré-traitement, vous avez mis ça de côté? Donc, ce type de données-là, à quel point ont-ils été prises en considération? Donc, merci beaucoup. Ok, Ok. merci. Du coup, bah, je vais répondre dans l'ordre, tout simplement. Donc, dans un premier temps, spécificité de calcul sur quel type de machine et ce que ça a donné. Le pré-entraînement, donc, qui est censé être une étape à ne pas reproduire finalement, ce qui est censé être le gros du calcul, ça a été fait sur 4 GPU de type A100, donc ça reste des gros GPU, et c'est les A100 40 Go. Et donc, pour donner un peu plus de détails sur le temps de calcul derrière ça, on a fait un peu plus de 3300 heures de calcul GPU. C'est-à-dire que quand on fait la somme du calcul de chaque GPU, on atteint 3300 heures de calcul de GPU. Donc en réalité, on a passé un peu moins de 800 et quelques heures, enfin ouais, 800, 820, un truc comme ça, d'heures réelles de calcul avec les GPU à fond pendant ce temps-là. Ça, c'est pour la partie pré-entraînement. La partie fine-tuning, elle, va dépendre de la tâche, naturellement, mais cette fois-ci, on l'a fait sur des GPU beaucoup plus petits. C'est-à-dire que quand on a fait un fine-tuning, on a exploité un seul GPU et on a exploité des GPU type RTX 3090. Ça reste des GPU un peu costauds, mais on n'en a qu'un seul et c'est des GPU avec peu de mémoire, enfin, vis-à-vis des A100. Il y a 24 Go de mémoire dessus. Et l'idée, c'est que quand on a exploité ce GPU en fine-tuning, dans le cadre de l'ASR, on est sur à peu près une dizaine d'heures de training par langue, quand on fait en approche directe. Et on avait une deuxième approche, on avait entraîné sur les 20 langues d'abord. Ça prend plus de temps, ça prend à peu près 48 heures sur les 20 langues d'un coup, avant de refaire à nouveau les 10 heures. Donc on est sur des ordres de grandeur, en fine-tuning pur, enfin, une petite dizaine d'heures, voire au pire quelques jours. Côté LID, c'est sensiblement pareil, mais on est sur de mémoire 14 ou 15 heures de fine-tuning en LID sur une 3090, RTX 3090, encore une fois. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de minimiser la ressource de calcul exploitée et de ne pas avoir besoin de 30 GPU en parallèle pour fine-tuner le modèle. C'est pour ça qu'on a un modèle un peu petit, enfin avec peu de paramètres, qu'on a minimisé ça. Seconde question, c'était le partage Hugging Face sur la partie, comment dire, comment le réexploiter si on ne veut pas utiliser l'API Hugging Face. Alors d'une certaine manière, je vais botter en touche en disant que ça va être enfin, ça va être très certainement le sujet du prochain webinaire dans lequel je vais parler. Mais dans l'idée, pour vraiment le résumer en une phrase ou deux, il y a la possibilité d'avoir des recettes sur des toolkits qui permettent de prendre en compte, enfin de télécharger un modèle de Hugging Face et de l'exploiter complètement. Je pense notamment au toolkit SpeechBrain, qui est celui que j'ai utilisé pour le fine-tuning, qu'on a utilisé pardon, pour le fine-tuning. Et comment dire, ce toolkit-là est assez sympa dans le sens où il peut directement télécharger un modèle du hub et après on en fait ce qu'on veut. Donc l'idée ce sera d'aller un petit peu plus en profondeur dans SpeechBrain pour justement pour commencer à prendre ça en main et pouvoir simplement l'utiliser et prendre le modèle et fine-tuner ce qu'on veut sur la machine qu'on veut. La dernière question concernait les données, donc notamment sur la partie bruitée des données, et notamment sur la manière dont on l'a prise en compte dans notre pré-entraînement. Alors, ça n'a pas été un sujet de focus, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une étude de la partie bruitée de nos données à proprement parler, pour connaître la quantité qui est bruitée, pour connaître la manière dont c'était représenté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré. En fait, notre objectif de pré-traitement, c'était la qualité des données. Donc finalement, le bruit était presque quelque chose qu'on voulait éviter, finalement. Mais en gardant l'esprit qu'on cherche à être robuste au bruit. On ne veut pas que le modèle ne puisse prendre en compte que des enregistrements de studio hyper bien faits avec aucun bruit derrière. Donc ça veut dire que en termes de bruit, il y a la partie non contrôlée qui vient des données, c'est-à-dire que cette partie-là, on n'a pas une estimation précise de la quantité d'heures exacte qui est bruitée. Par contre, on a du bruit qui est contrôlé, c'est-à-dire que pendant l'apprentissage, il y a de l'augmentation de données basée sur du bruit, donc avec des suppressions de fréquences, avec du bruit blanc qui vient se rajouter, des choses comme ça. Ok, merci. On va prendre peut-être, on va peut-être les deux dernières questions. Paul Bayan, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Ok, bonsoir à tout le monde. Alors, moi, j'ai quelques préoccupations. Donc, la première, c'est par rapport au pré-traitement. Je crois qu'au départ, lorsque Paulin était revenu sur ça, moi, je m'attendais un peu plus de détails. Bon, malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, ma préoccupation, c'était de savoir est-ce que les pré-traitements qui ont été faits
sont spécifiques à chaque langue ou bien ça a été fait de façon groupée? Ça, c'était la première préoccupation. Et on a un certain nombre de langues. Est-ce que le choix des langues a été fait de façon aléatoire ou alors on a tenu compte de la proximité linguistique? Et ça, c'est ma deuxième préoccupation. Et la troisième préoccupation était beaucoup plus liée aux données. Si c'est qu'on aimerait ajouter une langue, est-ce qu'on a une idée de la taille minimale des données qu'on peut ajouter pour obtenir le résultat maximal? Ou également en aspect de la diversité des locuteurs, est-ce qu'il y a un nombre minimal des locuteurs dont on aura besoin pour estimer qu'on peut avoir le résultat maximal, le meilleur résultat possible à la fin? Merci. Euh, je vais répondre d'abord à la troisième question. Donc, sur la partie composition des données, en termes de quantité, avant de s'attaquer au type des données en elles-mêmes, donc en termes de locuteurs ou autre, d'une certaine manière, quand on veut faire de l'auto-supervisé, plus on en a, mieux c'est, évidemment, puisque c'est toujours pareil, c'est que on est sur des approches neuronales qui sont assez gourmandes finalement. Donc, quand on veut pré-entraîner un modèle auto-supervisé, il faut commencer à compter quelques grosses dizaines d'heures, voire centaines d'heures sans trop de problèmes pour commencer à vraiment faire des choses. Euh, En termes de composition des données, c'est quelque chose où, enfin, de mon côté, j'aurais pas beaucoup comment dire, d'informations dans l'immédiat, dans le sens où c'est des études qu'on est en train de faire, notamment en termes de composition en genre, donc entre de la voix par exemple masculine, féminine, ce genre d'éléments, mais l'impact n'est pas aussi clairement identifié que ce qu'on aurait espéré dans un premier temps. Donc du coup, c'est plus une étude qui est en cours et j'aurai assez peu de réponses là-dessus. L'intuition que j'ai, que je peux partager, c'est que ça reste quand même quelque chose qui est assez important et que c'est tout est une notion de trade-off, en fait, tout est une notion d'équilibre. Et l'idée, c'est que, quoi qu'il arrive, il faut que le modèle puisse modéliser enfin, prendre appui sur des données qui vont être représentatives du monde final que le modèle va avoir, de la tâche qu'il va avoir à faire à la fin. C'est-à-dire que s'il fait des modélisations de la parole, bah, l'idée c'est de coller le mieux possible à ce que le modèle va avoir besoin enfin, va avoir utilisé à la fin pour sa tâche finale de ce qu'on veut, traitement de parole, enfin, recoparole ou autre, peu importe. Euh, la première question, c'était de mémoire sur les pré-traitements. Je veux bien un rafraîchissement, j'ai perdu la première question. Donc, en fait, il demandait s'il peut avoir beaucoup plus de précision sur les tâches de pré-traitement. Donc, au début, tu as répondu à ma question en donnant voilà, il semble qu'il avait besoin de plus de détails. Donc, je pense que ça peut, il peut éventuellement enfin, te contacter ou vous contacter parce que, voilà. Tout à fait, effectivement, Et si je me souviens d'un morceau de la question qui concernait est-ce que effectivement, comment dire, les pré-traitements qu'on avait faits étaient dépendants de la langue ou non. C'est ça, oui. Ils ne sont pas dépendants de la langue. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est un traitement de fichier, enfin un traitement audio finalement. Donc ce qui nous intéresse, n'est pas lié aux features représentées, enfin portées par la langue en elle-même. Donc ça veut dire que tout ce qui va être bruit, ce genre de choses, on cherche à l'enlever, peu importe la langue, et on ne sait pas focus en se disant, voilà, on met du Swahili, on met tant d'heures de Swahili, donc on adapte nos pré-traitements par rapport à cette quantité d'heures de Swahili. Et si on a moins d'heures d'une autre langue, on va se réadapter, etc. Les 20 langues ont été prises en charge de la même manière. Et il y avait une seconde question sur le choix des langues. Ouais, la deuxième partie de choix des C'est langues. distance linguistique. Tout à fait. Mm. Sur cette partie-là, est-ce que ce serait pas plus pertinent que ce soit toi qui réponde, Élodie? J'ai des éléments de réponse, mais... Pour le choix des langues, on a, dans un premier temps, notre idée, c'était de répondre à notre footprint, donc les pays dans lesquels Orange est présent pour pouvoir créer des services vocaux. Et après, on a élargi aux données qu'on a trouvées au fur et à mesure de nos expérimentations. Voilà. Ça reste complété malgré tout avec l'idée de proximité linguistique. Donc oui, on cherche à... Enfin, oui et non, en fait. On a cherché pour ce premier modèle à maximiser les particularités linguistiques qui sont présentes dans les langues
africaine. Mais on n'a pas fait un focus sur une famille en elle-même, ni sur des particularités en elle-même. Ça, c'est justement pour un second temps. Pour le moment, on a voulu un modèle généraliste qui puisse être ensuite adapté à tout type de langue africaine. Ok, on va prendre quelques questions ou quelques observations qui ont été faites sur le chat. Donc, j'ai Maël Fosso qui dit quels étaient les processus de ça a déjà été répondu. Les jeux de données en ligne, ça c'est les tâches de pré-traitement sont spécifiques, ça a été déjà répondu. Est-ce qu'on Loïc Kimbe qui demande est-ce qu'on pourrait modifier votre modèle pour qu'il prenne en charge d'autres modalités? J'imagine que oui, parce que c'est après dans le processus de fine-tuning, en fonction de la tâche, éventuellement, on pourrait. Là, c'est après toute la partie pré-entraînée, je pense. Oui. Comment dire, sur la partie autre modalité, Oui. j'imagine que le fond de la question, c'était sur la possibilité potentiellement de faire entrer également du texte ou de l'image pour vraiment faire du multimodal. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, je verrais plus ce modèle comme un complément à d'autres encodeurs. C'est-à-dire que ça, ce sera un encodeur de la parole qui pourrait être exploité effectivement dans un caractère multimodal, mais il faudrait que chaque modalité ait sa propre façon d'être représentée. Ce modèle est vraiment spécialisé en parole. Essayer de le prendre ses poids et après de le faire tendre vers quelque chose où il y a du texte qui rentre, ça me semble assez compliqué. Ok. Autre question sur le chat. Concernant l'étape de pré-processing, est-ce que le contrôle du bruit ne biaise pas la qualité de l'audio, par exemple en modifiant la compréhension que l'on a de cet audio? Je crois que vous avez répondu aussi à ça en disant qu'il y avait un objectif de qualité. Donc, oui, tout à fait. Il y a un objectif de qualité dans les données qu'on prend. Donc, effectivement, on a filtré ces données pour avoir le plus qualitatif. Par contre, effectivement, dans un but de robustesse, il y a quand même une forme de bruit contrôlé qui est ajoutée pour l'apprentissage. Mais c'est pas. Si c'est cette partie-là de la réponse qui importe qui est importante par rapport à la question, ce bruit n'est pas ajouté systématiquement. Il y a une probabilité qu'il soit ajouté, et un même audio ne sera pas bruité systématiquement dans le processus d'apprentissage. C'est juste qu'il y a des bruits aléatoires qui apparaissent dans les données qui vont rentrer dans le modèle, ce qui fait que parfois il va avoir la version non bruitée, parfois il va avoir la version bruitée. Sur le bruit qu'on contrôle, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et on n'a pas fait de transformation sur les audios, on n'a pas fait d'augmentation. Et on n'a pas fait de rehaussement de la parole pour avoir un meilleur rapport signal-bruit dans les audios. ok. Autre question, est-ce que le dataset Calama est disponible et accessible en ligne? Le dataset Calama est disponible en ligne sur Zenodo, sur OpenSLR. Il y a un GitHub pour qui rassemble toutes les données textuelles, transcription et corpus textuel. Voilà, mais il n'est pas sur GameFace. Ok. Quelle est la taille sur disque du modèle pré-entraîné? 6 Tera. Le modèle, non. Non, Le modèle, non. 6 Tera de données et le modèle. Je crois que c'est 1 giga 2, un peu moins. Mais Ok, en fait, une fois qu'on enlève certaines parties, enfin tout ce qui est optimizer, ce genre de truc, on tombe à 350 mégas, quelque chose comme ça. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas sûr de partager les données, c'est que mettre sur le cloud Citera, on n'est pas sûr d'avoir une licence d'exploitation pour ça. Ok, il y a Mathieu D qui a une question, mais je préfère qu'il la pose directement parce qu'il a la main levée. Mathieu D. Merci pour la présentation et sa qualité. Moi, ce qui me fascine dans toutes les langues, et dès lors qu'elles sont vivantes, c'est que des fois, elles vont se mélanger avec d'autres. En Wolof, c'est particulièrement flagrant comment on peut injecter des mots français au milieu d'une phrase Wolof. Et puis, dès lors qu'on veut parler de tech, des fois, on est limité avec certains mots. On a du mal à trouver un mot purement Wolof ou dans la langue dans laquelle on souhaite s'exprimer. Donc, on va utiliser une autre langue et finalement, on va mélanger plusieurs langues dans une même phrase, ou on va brusquement compter en français
parce que finalement, c'est plus simple de compter en français qu'en base 5, comme en Wolof. Comment vous gérez un peu ça, l'intrusion de plusieurs langues dans une même phrase? Tu veux répondre, Antoine? Ouais, je peux le prendre en charge. L'idée, c'est que enfin, l'idée derrière l'apprentissage autosupervisé reste qu'on va essayer de faire une représentation moyenne des données qu'on lui fait ingérer. Ce qui fait que, encore une fois, on n'a pas focus précisément le problème de code switching. On sait qu'il est très présent. Et donc, l'idée, c'était d'intégrer les langues vers lesquelles il y avait du code switching. Donc, il y a effectivement du français qui va être présent dans le modèle, français accentué uniquement. Et la problématique de code switching n'a pas été focus lors du pré-entraînement, et c'est quelque chose qui, en théorie, pourrait être transparent au moment du fine-tuning, si tant est que c'est quelque chose qui est bien pris en compte dans les données de fine-tuning. C'est-à-dire que le modèle en lui-même se spécialise sur la donnée sur laquelle il va être fine-tuné. Donc si dans tes données de fine-tuning, tu vas avoir effectivement par exemple du Wolof, et au milieu des phrases Wolof, il va y avoir du français qui va apparaître, ce qui est normal, il y a du code switching. À ce moment-là, si les transcriptions prennent en compte les deux langues de manière parfaitement transparente, le modèle en théorie ne devrait pas être gêné plus que ça, dans le sens où les features des deux langues ont été vues au moment du pré-entraînement. On fait d'ailleurs du coup l'hypothèse que le pré-entraînement va aider à avoir des meilleures performances sur des langues où il y a du code switching, de l'alternance codique. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a aussi injecté du français accentué. D'accord. Très bien. Une autre question. Le choix de l'algorithme K-means, est aléatoire ou pas? Est-ce que notre algorithme de clustering aurait pu être utilisé à cette étape-là? Alors, la réponse peut être très complète comme assez succincte. La version simple serait le choix du K-means revient aux auteurs, finalement, de la méthode Hubert, qui ont préconisé ce type de clustering non supervisé. À mon sens, tout autre algorithme de clustering qui permettrait justement ce clustering non supervisé serait aussi potentiellement pertinent. L'idée derrière le K-means, c'est vraiment de regrouper des éléments comment dire, de paroles qui vont être similaires suffisamment similaires pour les regrouper derrière la même classe, pour aider le modèle transformer à prendre cette espèce de représentation de la parole. En allant encore un peu plus loin dans la réponse, je pourrais aller mentionner des approches qui ne se basent pas vraiment sur un algo en particulier de clustering, notamment par exemple les best RQ, ce genre de choses, donc ce qu'il y a de mémoire derrière USM, Google USM, où là l'idée c'est de se dire que les regroupements qui sont faits au moment du clustering ne sont pas importants. Mais par une projection, simplement, on a un MLP qui va projeter l'audio. Tant que ça ne bouge pas, on va avoir des audios similaires qui vont être projetés au même endroit, et donc on peut modéliser ça quand même on peut modéliser la séquence de ce genre d'éléments. Ce qui fait que ça signifie, vu que ça fonctionne, ça signifie que le regroupement en lui-même n'est pas forcément pertinent. Donc je dirais que oui, on peut utiliser un autre algo, sans souci. Après, peut-être aller voir du côté des approches type BestRQ, parce que c'est assez intéressant, et ça ne nécessite même pas ce côté clustering. Ok, je crois que c'est bon pour les questions sur le chat. On n'a pas de main levée. On va peut-être devoir clôturer, mais peut-être avant de terminer avec le webinaire, je voudrais poser la question à vous deux. Les leçons apprises après ce travail, pour ceux éventuellement qui veulent faire des choses sur les langues peu dotées, c'est quoi les leçons apprises pour vous? Est-ce que tu veux commencer, Lodi, ou je commence? Vas-y. En termes de leçons apprises, pour moi, la première, c'est vraiment que c'est, même avec ce genre d'approche énorme, ils sont un peu une forme de bazooka pour tuer une mouche d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on sort vraiment une artillerie lourde pour prendre en charge ce problème. Même en 2024, après des années et des années de recherche dans le domaine, ça reste extrêmement dur. Soyons honnêtes, 10 heures pour faire la reconnaissance de la parole sur une langue, on ne peut pas être certain que tout ce qui va composer cette langue va être représenté dans ces 10 heures, on ne peut pas être certain de tout ça. Donc dès qu'on va se
frotter vraiment au monde réel, qu'on va mettre ce modèle dans des conditions réelles d'utilisation, là, à ce moment-là, on va se rendre compte que finalement, il a beau être bon au niveau des benchmarks, il n'est pas si bon que ça. Donc, pour moi, là, vraiment, l'une des plus grandes leçons, c'est qu'on n'a clairement pas fini de travailler sur ce genre d'approche. Les langues peu dotées sont clairement pas bien prises en charge et il y a encore énormément de choses à faire et que du coup, ça ouvre clairement la voie à un domaine qui est passionnant. Très bien. Oui, on manque encore vraiment beaucoup de ressources. Nous, bon, déjà, en tant que chercheur, il faut qu'on se compare aux publications scientifiques. Donc, il y a très, très peu de travaux sur les langues africaines. Donc, c'était dur de se comparer. Et aujourd'hui, un article, s'il ne se compare pas à un état de l'art, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on s'est comparé à Fleurs. Et en fait, à part Fleurs, donc, qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, il n'y avait pas de travaux sur lesquels on pouvait se comparer sur ce genre d'approche. Donc voilà, ça c'était une des grosses difficultés. Ensuite, des corpus à noter. Voilà, trouver des corpus à noter, c'était extrêmement difficile. Donc nous, on essaye d'en produire. Mais bon, voilà, une autre leçon, c'est que essayer de produire des corpus à noter, essayer de participer sur Common Voice pour, voilà, pour préserver vos langues. Et c'est hyper important. Voilà, pour qu'on puisse partager toute la technique avec des gens qui en ont besoin aujourd'hui. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Voilà, ouais, ah oui, et surtout, voilà, ce qui prend énormément de temps, c'est la qualité des données. Mais finalement, sans une donnée de qualité, on n'arrive pas à un bon système. Donc pour le fine-tuning, vérifiez vraiment vos données, c'est très important. Il faut que ça réponde aux problèmes cibles. Ok, parfait. Je crois que voilà, je n'ai pas vu de nouveaux messages arriver, pas de bras levés. On va clôturer avec le webinaire en remerciant grandement Élodie, Antoine pour les présentations, pour les réponses aux questions, pour ces leçons apprises, voilà, qui ouvrent des perspectives pour les chercheurs et aussi pour ceux qui travaillent dans la collecte de données, parce que c'est extrêmement important, collecter, annoter, rendre disponible pour la recherche. Donc, merci beaucoup. Je repasse la main à Armel pour le... Ok, bon, merci beaucoup du coup aussi à mon tour pour le temps. Merci Paulin d'avoir dirigé de main de maître ce webinaire très enrichissant. Merci à Élodie et Antoine pour ce partage. Je précise juste que avec Antoine, dans 2 semaines, donc la fiche et la partie com va être faite dans les demain ou après-demain. Normalement, parce on aura un webinaire beaucoup plus technique cette fois, où on va se dire, OK, si vous avez une langue à vous, avec un jeu de données sur lequel vous avez travaillé, que vous avez collecté, et que vous voulez fine-tuner aussi pour que votre langue soit représentée à l'aide de l'IA, comment on fait? Donc voilà, ce sera technique et l'idée c'est de rentrer dans les détails pour que tout un chacun, du moins ceux qui sont intéressés, soient assez outillés pour pouvoir s'attaquer à ce genre de sujet-là. Donc n'hésitez pas, les infos seront sur nos réseaux sociaux. Donc, ils seront partagés dès que c'est prêt. Donc, on a juste quelques réglages encore à faire dans les prochaines heures et normalement, on devra communiquer par rapport à tout ça pour attaquer l'été avec de la bonne humeur et de la gaieté dans le fine-tuning de modèles. Donc, merci beaucoup. Merci encore à tous pour votre temps. C'est les efforts conjugués de nous tous comme ça qui feront avancer ces sujets qui nous tiennent à cœur, nos langues et les travaux de recherche aussi, parce qu'on peut prendre du plaisir en travaillant sur des choses qui nous sont très chères. Donc voilà, je souhaite à tous et à toutes une belle soirée et rendez-vous du coup dans 2 semaines pour une aventure technique avec Antoine et pour les prochaines aventures, parce qu'on va pas s'arrêter là, on va continuer à travailler sur ces sujets-là. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci pour l'invitation, merci pour la participation. Merci à vous. Au revoir.